Hey, salut tout le monde, c'est Tommy Godette. On est à Le Tour d'Ivoire, ce petit show qu'on a commencé de manière bien innocente, avec des gens qui connaissent ça. On essaye d'étudier de manière empathique, intéressée, humaine, hein, on pourrait dire, le phénomène des dérives conspirationnistes. Ça s'appelle pas mal comme ça. On est rendu à notre 19, 20e émission à peu près. On est très content aujourd'hui parce qu'avec mes collègues usuels qui vont prendre le temps de se présenter, on reçoit Olivier Bernard, connu, je dirais son nom d'artiste, via son nom d'artiste beaucoup plus, le pharmacien qui est avec nous. Salut Olivier. Bonjour. Ben oui, ben merci beaucoup d'être là. On va te poser quelques questions et le reste. On aime ça, nous, parler de nos diplômes pour établir un peu, hein, parce que ça revient souvent, ça, cette affaire-là, parler des affaires qu'on connaît, reconnaître qu'il y a des limites à nos compétences, à nos formations. Regarde, moi, je suis un animateur, j'ai fait un bac en animation. Toi, je sais que tu es pharmacien. Oui, en effet, je suis pharmacien, puis je suis toujours pharmacien, ça fait 17 ans. Puis maintenant, je fais de la vulgarisation scientifique aussi. Oui, c'est arrivé par la porte en arrière. On a très hâte de savoir de quelle porte on parle peut-être. Et cette semaine, on est flanqué de Maxime Paquette. Salut Maxime. Salut, salut. Ben, moi, de mon côté, professeur à l'Université de Montréal en psychologie, psychologue aussi, mais je suis ici vraiment à titre personnel, par intérêt là, pour, comment dire, le domaine. Mais moi aussi, je me préoccupe beaucoup de la vulgarisation puis de rendre la science la plus possible digeste, tu sais, pour les étudiants, le public en général. Fait que merci beaucoup d'être là aussi. Je trouvais ça vraiment excitant ou le fun de t'avoir avec nous ce soir. Puis moi, bien évidemment, ben, je m'intéresse un peu plus au côté psychologique ou les déterminants ou qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à sombrer ou s'intéresser, si on veut, aux dérives conspirationnistes. Et voilà, merci beaucoup, Maxime. Et Yann Becker qui est avec nous, c'est grâce d'ailleurs, merci beaucoup, Yann, qui a fait les démarches avec notre invité de ce soir. Parle-nous de toi un petit peu, là, ton intimité. Donc, moi, je viens juste de déposer ma thèse à l'Université Laval. Donc, mon manuscrit vient juste d'être déposé. Donc, je suis le plus proche possible qu'on puisse l'être sans l'être, d'être docteur en immunologie. Donc, Félicitations, mon cher, bravo. merci bien. Ben oui, c'est un parcours qui s'étend sur combien d'années, ça, là, devenir un docteur en immunologie? Oui, c'est compliqué. Ça peut, moi, ça a pris globalement 4 ans, plus 2 ans de maîtrise, plus une autre maîtrise en France, plus un équivalent de bac en France. Donc, c'est plutôt de longue haleine. OK, fait que c'est pas comme tu as regardé 4 vidéos YouTube et tu es rendu un docteur en immunologie, là. Ça prend plus de 300 heures. C'est ça prend plus de 4 vidéos YouTube. Hey, écoutez, ben, on a préparé quelques questions. Je vais commencer avec celle qui m'intéresse probablement le plus weirdement, là, mais est-ce que tu as un chien ou c'est juste ton nom d'artiste? Non, j'ai un chien, mais au moment où j'ai. Yes! Mais par contre, au moment où j'ai commencé le pharmacien, j'en avais pas. Ah, Puis, tu sais, moi, dans le fond, c'est que je fais des bandes dessinées, là, principalement. C'est comme ça que je fais de la vulgarisation scientifique. Puis, quand j'ai démarré le pharmacien en 2012, je voulais que mon personnage, le personnage de moi dans mes dessins, ait une tête de chien. Tu sais, des fois, il y a des dessins animés où les personnages, c'est des animaux, là. Bon, ben ouais. moi, je voulais que ce soit ça. Ça n'a pas été long, je me suis rendu compte que c'était pas une idée si drôle ou intéressante que ça. Fait que j'ai laissé tomber ça, mais le nom est resté. Le nom est resté. Ben, le calembour, quand même, score. Puis, veux pas, ça te prend une bonne marque déposée si tu veux percer les coquilles des auditeurs. Puis, ça a marché avec ça. Écoute, hey, il s'appelle combien ton chien? Après ça, je te lâche. C'est Gustave. Oh! Gustave, c'est un bouvier bernois de 4 ans. C'est le meilleur chien du monde. Ça a-tu rapport avec Gustave, chercheur célèbre? C'est-tu. Non, pas pantoute. Ma blonde puis moi, on tripe sur les trucs scandinaves. Puis Gustave, c'est un nom norvégien. Fait que c'est juste ça. Voilà, ça a scoré. Bon travail. Écoute, puis on vient d'apprendre déjà, c'est toi qui fais les dessins, hein, sur ton site Internet et le reste, tu fais tes propres dessins. Ouais, ouais, sur mon site web puis dans mes livres, c'est moi qui fais les dessins. Tu sais, je dessine pas bien, je n'ai pas un talent d'illustrateur fou, là, tu sais, mais j'ai appris de zéro autour de début trentaine. J'ai commencé à dessiner en apprenant puis en m'améliorant. C'est-tu comme un organe qui est né autour de ton besoin d'avoir envie de raconter des affaires, d'avoir envie de vulgariser? Oui, totalement, parce que, tu sais,
En fait, il y a, je ne sais plus si c'était un politicien ou un communicateur ou un journaliste canadien quelconque qui avait dit quelque chose à un moment donné qui disait que c'est quelqu'un qui fait la distinction entre le divertissement et l'éducation comprend ni l'un ni l'autre. Puis moi, je suis vraiment partie de cette prémisse-là, tu sais, que éducation, vulgarisation, sensibilisation et divertissement vont de pair, tu sais, que ça fonctionne super bien ensemble. Fait que c'est pour ça que j'ai parti le pharmacien. Tu sais, je voulais que ça soit le fun, je voulais que ça soit drôle. Puis Ouais. en utilisant des dessins, ben c'est, tu sais, c'est cool, là. Ça fait différent de d'autres types de vulgarisation. Fait que c'était ma façon d'aller chercher mon style. Solide, ça. Puis, veux pas, il y a la majorité des animaux grégaires apprennent par le jeu aussi. Donc, on retrouve un petit peu ça là aussi. Quand même, belle switch. Ça devient d'où cette pulsion-là d'être vulgarisateur? Je pense que j'ai toujours aimé ça. Tu sais, je repense à Olivier, 8 ans, là, ou peut-être pas 8 ans, là, mais tu sais, quand j'étais au primaire, j'aimais ça faire des exposés oraux. Puis souvent, c'est l'affaire que Puis j'étais très gêné, là, puis je le suis encore, je suis quelqu'un de très timide, très introverti, mais quand venait le temps de faire un exposé oral, j'aimais ça écrire. Fait que je pense que j'ai toujours aimé le côté communication. Puis j'ai aussi une fascination pour tout ce qui est comme vous d'ailleurs, là, mais tu sais, j'ai une fascination pour tout ce qui est croyances bizarres, des fois extrêmes, les trucs de conspiration, les pseudosciences. Ça me fascine depuis toujours, toujours, toujours. Fait que j'ai juste combiné les deux. Ben oui, quand même. De très belle façon aussi. Tu as une facilité pour communiquer qui est assez contagieuse. Je suis en train d'écouter ta deuxième saison de Dérive. Là, Mhm. félicitations, très bon travail. J'ai vu que Maxime Paquette avait levé la main. On va procéder comme ça, j'aime ça. Paquette? Ben, c'est ça, j'entends, tu sais, fascination pour les croyances et compagnie, puis quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ton travail, dans tes livres. C'est sûr qu'avec le public qu'on a, il y a beaucoup de geeks. Bien sûr, tu sais, d'avoir, comment dire, utilisé un petit peu tout ça pour ajouter de l'humour et compagnie, ben, ça, c'est très appréciable. Mais on voit que, tu sais, je sais que Tommy dit souvent, entre des gens qui font un grandeur nature, puis des personnes qui sont en train d'avoir des croyances bizarres, tout le monde ensemble, des fois, la ligne est mince, là. Fait que la première question que je voudrais te poser, c'est c'est quoi le. Parce que je sais que tu as beaucoup parlé dans des entrevues, par exemple, de bon, ben, les réactions que tu as pu avoir là, avec des détracteurs, tu sais, Mhm. qui sont devenus, mettons, brassés dans ton travail ou quoi que ce soit. Là. Mais mettons qu'on ne va pas directement là. C'est quoi les rapprochements que tu pourrais faire entre tes détracteurs pseudo-scientifiques ou des propagateurs de pseudosciences, puis les actuels tenants du mouvement complotiste? Là? Donc, y a-t-il des liens qu'on peut faire avec les pseudosciences habituelles, puis ce qu'on est en train de voir depuis les 2 dernières années? Ben, définitivement. Je pense, moi, en fait, c'est drôle parce que avant qu'on vive la pandémie, moi, j'ai commencé à faire le pharmacien en 2012, puis donc ça fait 9 ans, dans le fond, là, que je parle de ça. Là. Je parle des pseudosciences, je parle des croyances intenses, extrêmes, dangereuses même en lien avec la science puis la santé. Puis souvent, je me faisais dire par des gens de la communauté scientifique ou même n'importe qui me disait comme c'est-tu si important que ça? Tu sais, genre, c'est-tu si grave? Pourquoi passer du temps à parler de ça? Nanana. Aujourd'hui, la pandémie, ça a été comme un wake-up call. Tu sais, tout le monde s'est rendu compte, oh wow, les pseudosciences sont là, ils font des vrais dommages sur la société. C'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant, ils n'étaient pas conscients à quel point ça pouvait devenir grave. Donc, moi, je pense que ce qu'on a vu dans les 2 dernières années, c'est la culmination de quelque chose qui bouillonnait, là, mais toujours de manière un peu sous-jacente, que certains d'entre nous qui s'intéressaient déjà à ça, on le voyait venir. Et là, ça a été comme un peu la tempête parfaite. Là. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Ben d'accord. Ouais, ben c'est ça, parce qu'avoir des croyances, mettons, je ne sais pas moi, une force supérieure comme les dragons dans un jeu ou quoi que ce soit, ou pour faire une BD satirique, mais c'est intéressant. Mais quand on y croit pour vrai, ça a vraiment d'autres impacts, là, surtout quand il y a des impacts monétaires là, autour de ça, des gens qui te suivent et compagnie. Là. Donc, ouais, on en a vu apparaître des assez intéressants. Ben oui, totalement. Puis, tu sais, si tu regardes toutes les croyances New Age, par exemple, on parle du New Age, puis on dit, ah, c'est quelque chose qui était dans les années 70, 80, des choses comme ça. Mais la plupart des dérives pseudo-scientifiques aujourd'hui tirent racine du New Age. Tu sais, les trucs anti-vaccination au niveau vraiment plus scientifique, là, tu sais.
beaucoup de choses au niveau des cristaux qui guérissent des affaires, de prendre des plantes qui vont guérir le cancer. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui viennent de là. Donc, à l'origine, c'était un mouvement spirituel et aujourd'hui, c'est devenu, dans certains cas, des gens qui militent activement et qui font pression sur le gouvernement. C'est fou, là. Contre le consensus scientifique prosélyte anti-science. C'est quand même assez weird qu'on soit rendu là, surtout que le concept même de science était mélangé quand même beaucoup avec la religion dans le temps, là, dans le sens que si on remonte au tournant 1000, 1200, les scientifiques étaient tous des moines, étaient tous le mélange se faisait un peu plus, mais là, on dirait qu'il y a comme une espèce d'opposition. Est-ce que le concept d'expertise est en train de disparaître? Est-ce que c'est rendu un désavantage pour parler de ce qu'on connaît, d'être un expert dans ce domaine-là? Ben, moi, je ne pense pas que c'est un désavantage dans le sens où on a besoin des experts. Puis aussi, l'autre affaire que je pense qui est super importante de mentionner, c'est que dans toutes les études ou les sondages qui sont faits sérieux sur la question, le taux de confiance des Canadiens, par exemple, des Québécois, envers les autorités scientifiques, les autorités de santé publique, est extrêmement élevé, là. Selon la dernière étude de l'Université de Sherbrooke, c'est 89 des gens qui font confiance aux scientifiques. Fait que je ne pense pas que l'expertise est en train de mourir, mais à chaque année, on en perd un petit peu. Il y a un effritement plus qu'un. Il y a un fossé qui se creuse, puis après, ben, ça appartient à la communauté scientifique de faire de quoi pour améliorer ça. Est-ce que la vulgarisation pourrait être une manière de réussir à stopper l'effritement puis construire à la place? Ben, moi, c'est le pari que j'ai fait. C'est le pari que j'ai fait depuis que je fais le pharmacien. Moi, la raison pourquoi j'ai parti ça, c'est que je me disais, c'est bien beau, j'adorais mon travail de pharmacien, mais je trouvais que c'était toujours à refaire. Une personne à la fois, tu réexpliques un peu toujours les mêmes choses, toujours les mêmes mythes. Puis je me disais, y a-t-il moyen de faire ça à grande échelle? Donc, moi, je me disais, moi, je voudrais changer les perceptions, les croyances, etc. Il reste qu'après avoir fait ça pendant toutes ces années-là, je me rends compte que même ça, ce n'est pas suffisant. Faire de la vulgarisation, je veux dire, ce n'est pas suffisant dans le sens, si tu ne donnes pas à la population les outils d'esprit critique pour qu'ensuite, eux, ils puissent eux-mêmes détecter ce qui est faux, sans que tu aies besoin de leur dire voici ce qui est vrai, voici ce qui est faux. Si tu ne fais pas ça, quand les gens sont à l'école, quand ils sont jeunes, c'est dur de les rattraper une fois adultes, là. Fait que j'ai fait ce pari-là, mais c'est sûr que ça a quand même ses limites. Ouais. J'allais juste rebondir parce que là, c'est peut-être un élément de réponse, mais qu'est-ce qui peut expliquer, selon toi, le fossé qui est en train d'arriver ou l'effritement? Parce que là, si on dit qu'on a peut-être 11 de personnes qui sont contre la science actuellement, si jamais ça continue d'évoluer, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut causer ça? Ben, c'est sûr qu'il y a plein de raisons, là. Je peux en nommer, je vais en nommer deux, puis c'est vraiment pas les deux seules raisons, mais c'est deux raisons auxquelles je m'intéresse personnellement. Puis les deux vont ensemble en plus. Premièrement, la réalité a changé au niveau de la communication, de la façon qu'on s'informe aussi. Donc, évidemment, anciennement, un expert, c'était le médecin du village ou peu importe, tu n'avais pas le choix d'aller voir un médecin pour avoir réponse à tes questions parce que tu n'avais pas d'autre moyen de t'informer. Depuis qu'on a Internet, depuis qu'on a les réseaux sociaux, c'est sûr que l'expert, à la limite, est superflu, ou pas superflu, mais il n'est pas indispensable. Puis moi, je l'ai vu ça dans ma carrière. Moi, j'ai commencé à pratiquer en 2004. 2004, c'était avant Facebook, là. Ouais. Donc, à l'époque, si les gens se posaient une question sur, mettons, les médicaments pour le cholestérol, il n'y avait pas le choix de venir me poser la question. Aujourd'hui, les gens ils ont cette option-là. Ils peuvent aller sur Internet puis aller eux-mêmes lire là-dessus. Ils vont probablement lire de la désinformation, des choses fausses, mais ils ont l'option de le faire. Ils peuvent devenir leur expert à cette heure. C'est plus facile. Oui. Son expert. Ben oui. On peut devenir son propre expert, du moins. On peut avoir l'impression de l'être. Voilà. Puis l'autre problème qui vient avec ça, c'est que, en fait, je pense que les scientifiques et les professionnels de la santé ne se sont pas très bien ajustés à cette nouvelle réalité-là. Parce qu'on a eu un statut d'expert pendant longtemps. Et là, c'est comme si aujourd'hui, on pense qu'on peut continuer à communiquer avec les gens de la même façon, alors que la réalité, c'est qu'ils n'ont plus besoin de nous, en théorie. Fait que je pense qu'il faut qu'on change un peu nos méthodes. Donc, moi, ça, c'est deux des problèmes auxquels je me suis intéressé. Oui, ben c'est le fun parce que aussi, on remarque ta facilité à communiquer, cette affaire-là, qui
qui semble comme venir t'aider là-dedans. Mais est-ce qu'on est en train de dire que les experts du futur vont être obligés d'être à l'aise pour communiquer aussi? Est-ce que ça va venir devenir de plus en plus indispensable pour quelqu'un qui a des hautes études d'être capable d'avoir un petit peu le cours de communication ou ces affaires-là, d'avoir ces pratiques on the side? Ben, totalement. En fait, ça devrait déjà être le cas. C'est OK. pas moi, je blâme pas personne pour ça, hein, dans le sens où, tu sais, exemple, mettons que je parle de mon domaine, plus domaine de la santé. Être un bon professionnel de la santé, c'est être un bon communicateur ou une bonne communicatrice, là. Je veux dire, tu as beau avoir un paquet de connaissances dans ta tête, si tu es pourri pour t'adresser aux gens, pour expliquer, pour avoir de l'empathie, si tu n'es pas bon, ton bagage de connaissances, ça ne sert pas à grand-chose. Fait qu'on devrait déjà être des pas pires communicateurs. Puis même dans d'autres domaines, tu sais, les chercheurs, les chercheuses, tu sais, ils veulent communiquer, ils ont le goût. C'est pas un manque c'est pas un manque de motivation. C'est souvent qu'ils ne savent pas comment s'y prendre, ils manquent d'expérience. Mm. Donc, tu sais, je pense que non seulement pour le futur, mais ça devrait déjà être le cas aussi, là. Ouais, au minimum, avoir une personne représentante si on a de la difficulté à communiquer, mais j'avoue aussi que les voies de communication, comme par exemple les revues de pairs ou quoi que ce soit, il y a tout un jeu politique, ça peut être difficile aussi, fait que c'est pas évident, mais il ne faut pas Non. lâcher, il faut les apprendre, ces skills-là. C'est vraiment, là, c'est vrai que ça, c'est C'est sûr et certain. indispensable. J'ai beaucoup aimé la face de Yann quand tu es en train de parler de chercheurs qui s'expriment. Toi, Yann, tu es un chercheur de fondamental, là. Toi, tu passes tes journées dans un labo. C'est ça. Tu as une facilité pour parler aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé? Est-ce que tu as l'impression que c'est utile à ta future job de docteur en recherche? Ben, vraiment, en fait, parce que à la base, je suis un peu comme Olivier, en fait. Je ne suis pas ultra à l'aise pour parler de sujets, surtout professionnels ou techniques devant du monde. Enfin, jaser, j'ai pas de souci, mais ça a pris un petit peu de temps avant que je sois vraiment à l'aise et puis je me sente légitime, un petit peu passer aussi une forme de syndrome de l'imposteur OK. pour discuter justement devant le monde. Et effectivement, c'est quelque chose qui est très important et qui n'est pas nécessairement quelque chose par lequel on passe obligatoirement dans les études. Quelque chose qui est intéressant, c'est qu'en France, je ne l'ai pas nécessairement eu ici, mais j'ai eu des cours de ce qu'on appelait de SHS, sciences humaines et sociales, qui étaient des cours d'épistémo, donc d'histoire et puis d'histoire des sciences et un petit peu de philosophie des sciences et de comment sont construites les connaissances Ah, c'est sur le cool. plan scientifique. Ben oui. Que jeune moi, en 2006, quand j'ai commencé l'université, je ne comprenais pas trop à quoi ça me servait parce que l'éthique ou des choses comme ça me semblait, ben, ça allait de soi en fait. C'était des Ouais. questions où ça allait de soi. Mais finalement, c'est quand même des questions qu'il faut s'y retrouver confronté pour voir, même si on est d'accord et puis qu'on va complètement et pleinement dans le sens de ces décisions, ben, c'est bien de se confronter à des questions qui peuvent être justement polémiques Ben oui, ou ben oui. que justement se mettre un petit peu dans les chaussures d'autres personnes qui peuvent avoir d'autres points de vue. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et par contre, ici, ce que j'ai eu quand je suis arrivé au Québec, c'est justement de devoir écrire par exemple, mes demandes de subvention ou pour mes travaux, de devoir l'écrire comme si je faisais des communiqués sur Twitter ou autre à destination du grand public, ce qui est vraiment finalement très difficile les premières fois où on le fait, parce qu'on se rend compte que faut vulgariser, faut adapter les mots et faut pas tomber dans l'écueil de dire n'importe quoi, n'importe comment, parce que les mots gardent une certaine technicité et puis parfois tout n'est pas interchangeable. Donc Ben on voit oui. la limite du jargon. Surtout Et quand on parle de spécialistes de sujets hautement spécialisés, ça doit être encore plus c'est ouais, ça. ouais, la zone grise. Puis en fait, finalement, le plus grand tournant pour ça, pour moi, c'est le moment où j'expliquais à quelqu'un en Arizona à un congrès sur le lupus ben, quels étaient mes travaux. Puis la personne était, donc c'était dans un lieu public, donc la personne était masquée, elle était avec une autre personne. Puis la personne plus âgée me fait ben, c'est ma fille. Ah, elle a 14 ans. Ah,
c'est une patiente et puis elle comprend rien à ce que tu dis. Peux-tu vulgariser? Ouais. J'ai vulgarisé, puis elle était et puis la personne était super contente. Je pense que c'est un des moments les plus beaux de ma thèse. Et justement, c'est le moment où on arrive à véhiculer de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, et puis finalement, à quoi ça va servir à la personne dans des mots que la personne comprenne. Parce que c'est aussi facile, justement, de se cacher dans notre tour d'ivoire à utiliser un jargon que personne ne peut comprendre. Pour moi, de parler d'antigènes, de répertoire, d'anticorps, de choses comme ça, de lymphocyte B. Voilà. Voilà. C'est ça. Merci, Yann. Posons une question à notre invité, là. Il s'en est préparé, lui aussi. Ben, j'en aurais une toute simple. C'est quoi tes sources d'inspiration finalement? Parce que tu nous as dit un petit peu d'où t'était venu le concept du pharmacien. Mais finalement, est-ce que tu as des sources particulières, des artistes ou des vulgarisateurs qui t'ont amené justement à choisir la façon dont tu présentes les choses plutôt qu'une autre? Oui, définitivement. Au point de vue, mettons, quand j'ai commencé, je n'étais pas très exposé à de la vulgarisation scientifique à l'époque. Je n'en consommais pas tant moi-même. Donc, à l'époque, je n'avais pas tant d'inspiration à ce niveau-là. Mes inspirations, c'était des BDistes. Il y avait un site web à l'époque qui s'appelait The Oatmeal, qui était super bien fait. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ben oui, ça Tillman, ouais. Qui est devenue aujourd'hui une multinationale qui fait des jeux. Il doit faire 1 milliard de dollars par année, là. Mais à l'époque, c'était juste un petit blog avec quelqu'un qui faisait des petites bandes dessinées pas spécialement belles, là. Donc, moi, j'aimais beaucoup son style de dessin simple. Je m'étais beaucoup inspiré de ça. J'étais un grand fan des Simpsons. Fait que il y a beaucoup d'humour tiré des Simpsons, de South Park. Moi, c'était vraiment ça, mes sources d'inspiration. Puis plus j'ai commencé à consommer de la vulgarisation scientifique, ben, j'ai trouvé des vulgarisateurs, des vulgarisatrices qui m'inspirent, qui ressemblent à ce que je veux faire. Malheureusement, il y en a beaucoup là-dedans qu'avec le temps, ils n'ont pas. Disons que des gens, avec le temps, finalement, je me suis rendu compte que peut-être que je suis moins inspiré par eux pour. J'ai pas envie de m'en aller dans cette direction-là. Mais un que je peux nommer en particulier, pour qui j'ai une immense admiration et qui a une grande influence sur ce que je fais, c'est Steven Novella, qui est un neurologue américain qui fait une vulgarisation d'une qualité exceptionnelle. Vraiment, là, je le lis quotidiennement sur son blog. Il est extraordinaire. Donc, moi, ça a été une grande inspiration, puis ça l'est encore aujourd'hui. Sublime. On va s'arranger pour mettre le lien vers son blog dans la description de l'émission. Ça peut peut-être nous amener à ça, hein, parce que être vulgarisateur, ça peut être, comment je pourrais dire ça? Si on vulgarise un phénomène scientifique, à un moment donné, la vulgarisation reste vraie quand même assez longtemps. Tu sais, parler de comment l'ARN fonctionne, ces affaires-là, ça ne devrait pas changer assez rapidement comment ça se fait. Mais la bullshit revient quand même tout le temps. Il y a tout le temps des vagues de ça qui reviennent. On dirait que c'est comme une guerre qui est inégale un petit peu, hein, dans le sens que tu as beau debunker les chemtrails, les morgelons, ces affaires-là, autant de fois que tu veux, il y a quelqu'un dans 3 ans qui va revenir à ça. Comment tu abordes l'avenir de ton, je dirais, passe-temps de vulgarisateur? Est-ce que tu as l'impression que tu vas voir le fond de ça à un moment donné? C'est tellement une bonne question. Puis c'est une question qui m'obsède, en fait, ça. Puis, tu sais, moi, à peu près, je dirais fin 2016, début 2017, là, à ce moment-là, ça faisait peut-être 4 ans, ouais, ça faisait à peu près 4 ans que je faisais de la vulgarisation. J'ai eu vraiment un moment difficile, là. C'est-à-dire j'ai eu des grosses remises en question parce que c'est le moment où j'ai commencé à recevoir beaucoup tu sais, là, il y a des gens qui étaient vraiment sur mon dos, là, tu sais, qui avaient décidé que j'étais. Ouais. Il avait décidé que j'étais l'ennemi à abattre, tu sais, puis ça va avec, tu sais, plus tu t'exposes, plus on parle de tes choses, ben plus tu vas te chercher évidemment des gens qui ne t'aiment pas. Puis vers la fin 2016, début 2017, là, ça a atteint une sorte de moment critique pour moi où je me suis dit, c'est un échec. Dans le sens où je me suis dit, ça, là, ce que je viens de faire depuis 4 ans, je vais être obligé de le faire pendant 40 ans. Parce que j'ai beau dire telle diète, c'est-tu bon ou c'est pas bon? Parfait. Après, telle autre diète, c'est-tu bon, c'est pas bon? OK. La troisième diète, c'est bon, c'est pas bon. Oups, la diète numéro 1 revient, mais les gens ne se souviennent plus de ce que j'ai dit dans le temps. Mais je vais reparler de la diète 1, 2, 3. Il n'y a pas de fin à ça. Pas de fin. Puis l'autre affaire qui vient avec ça, puis ça, vous êtes sûrement familier avec ça, vu que vous vous intéressez à ça, mais la fameuse
la loi de Brandolini, là, ou le Oui. principe d'asymétrie de la bullshit, là, qui fait en sorte que ça prend incroyablement plus d'efforts pour combattre la désinformation que pour la produire. Oui. Donc, moi, c'est sûr qu'à partir de 2017, j'ai changé un peu mon focus pour m'orienter plus au niveau du développement de l'esprit critique, de donner aux gens des outils, comme je disais tantôt, parce que je me suis Ouais. dit, sinon, ça va être juste, je vais faire ça toute ma vie, puis ça va être à refaire tout le temps. C'est souvent le constat qui revient. Hein. C'est quelque chose qui se règle en amont, sans dire qu'il peut y avoir une génération de perdus ou ce genre d'affaires-là, mais cette espèce de fond de faillite institutionnelle qu'on a l'impression qui a bouilli avec la pandémie et avec le reste, c'est quelque chose qu'on a magasiné quand même dans les années 90 en mettant 8 étudiants de plus par classe au primaire, en désinstitutionnalisant toutes sortes de problèmes et ces affaires-là. Effectivement, on a le même constat, nous, ici, autour d'Ivoire, que l'éducation est primordiale. Quelle surprise! Quelle surprise! Il faut qu'on donne à la relève les meilleurs outils possibles. Tu as parlé un petit peu de tes détracteurs. Je pense que Maxime avait une question à propos de ça. Hein. Oui, ben en fait, j'en posais une tantôt s'il y avait un rapprochement qu'on pouvait faire entre les pseudo-scientifiques puis les complotistes, mais comme deux petites questions qui resteraient. As-tu remarqué une différence en termes de quantité ou de qualité de détracteurs depuis la pandémie? Tu sais, en d'autres termes, est-ce qu'on t'achale plus ou c'est similaire? Ben, en fait, j'ai pas vu tant de changements, pour être tout à fait honnête, mais encore une fois, je suis peut-être dans une position un peu différente de d'autres personnes parce que moi, il y a des gens, des collègues, là, des gens que je connais qui faisaient déjà des trucs un peu sur les réseaux sociaux, puis pour eux, la pandémie, ça a été un moment tournant, là, c'est-à-dire que tout se passait bien, puis quand la pandémie est arrivée, ils se sont fait prendre d'assaut par des gens dans des mouvements anti-mesures sanitaires, puis leur vie est devenue un enfer. Moi, honnêtement, je vivais déjà ça quotidiennement. Là, OK. donc, c'est comme si, moi, ça faisait longtemps, là, ça faisait au moins, là, ça faisait une couple d'années que je trouvais que c'était vraiment difficile. Ouais, ouais. Puis là, tout d'un coup, la pandémie a frappé. Puis j'ai l'impression que là, c'est comme si tout le monde est arrivé à un niveau. Tout le monde s'est ramené un peu plus au même niveau, tu sais. Au Peut-être niveau Pour moi, ça n'a vitamine pas C, été. le Hein? fameux niveau vitamine C, là, c'est bien Ben, été atteint pour tout le monde. ben, vitamine C, entre autres, puis aussi d'autres affaires avant qui m'avaient quand même valu beaucoup, beaucoup, beaucoup de haine ou peu importe, tu sais. Puis je pense que c'est ça. Fait que moi, je n'ai pas vu tant de différence. Pour moi, ça a été plus comme une transition douce. J'aime pas ça dire ça. Ouais, ben oui, ben, tu étais un Sisyphe level 4. Toi, tu l'avais déjà monté à Roche une couple de fois en haut de la montagne. Puis il y en a qui se sont ramassés à commencer level 1 Sisyphe. Là. Il faut ce qu'il faut, Colin. Oh là 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 là. De quoi tu es le plus fier dans ton aventure? De quoi je suis le plus fier? C'est une Peut-être bonne une anecdote question. en particulier, c'est peut-être un Ben, domaine en particulier, parce que là, Maxime vient de parler de la vitamine C. Ça a été un dossier qui a brassé mondialement, dans lequel tu as été ouais. directement impliqué. Là. Mhm. Puis je veux dire, moi, j'ai vu un reportage il y a 2 semaines là-dessus encore aussi. Ah oui. Oui, oui, oui. Brandolini is back. Ah Brandolini, oui. ben oui, ben oui. Fait, est-ce qu'il y a, là, je ne veux pas te mettre un mot dans la bouche, c'est peut-être une autre affaire. C'est peut-être ton chien aussi, l'affaire que tu es le plus fier dans toute cette affaire. Non, ben en fait, je ne sais pas, tu sais, j'imagine, je n'ai pas vraiment réfléchi, mais je pense qu'une des choses que je suis fier, c'est que, tu sais, je regarde quand j'ai commencé en 2012, puis moi, là, j'ai commencé à faire de la vulgarisation de manière autodidacte. Je n'avais pas eu de cours là-dedans, je n'avais pas de méthode. Tu sais, j'ai vraiment commencé en y allant comme je le sentais. Puis c'est sûr que je regarde ce que je faisais en 2012. Ça ne ressemble pas du tout à ce que je fais aujourd'hui. Je ne referai pas ce que je fais. Puis c'est pas parce que je désavoue ce que j'ai fait à l'époque, mais je relis mon contenu de 2012, 2013, 2014. Aujourd'hui, tu sais, j'ai changé. Je suis plus, mon Dieu, tu sais, je pense que je ressens moins le besoin de puncher, là, tu sais. Comme avant, c'était beaucoup, tu sais, Ça te prenait des blagues, genre. mes premières années de vulgarisation, ils m'ont permis d'aller chercher un large public. Puis OK. ça, c'est parfait. C'est dans le sens où c'est cool parce que les gens ont fait hein, un pharmacien. D'habitude, les pharmaciens, c'est du monde qui sont comme un peu yo, ils parlent de façon assez prudente. Puis tout ça. Moi, j'ai comme tiré l'élastique de ce qu'on pouvait dire. Je faisais des gags, j'étais très sarcastique. Je punchais beaucoup. Mais dans mes BD, il y avait des punchlines, des choses comme ça.
Les références aux Simpsons puis à South Park aussi, c'est pas quelque chose qu'on associe à un sarrau blanc en arrière d'un comptoir souvent. Là. Ça, c'est vrai. Ceci étant dit, ça ne va jamais changer. Ça, je vais tout le temps continuer à faire ça. Fair Mais, enough. mais mon style de vulgarisation, il a évolué. Puis OK. ça, c'est probablement ma plus grande fierté parce que tu sais, il n'y a pas une bonne façon de faire de la vulgarisation. Moi, je le dis ça souvent aux gens là, qui me posent des questions là-dessus. Il n'y a pas une bonne façon. Je pense qu'il y a différents types de vulgarisation qui vont rejoindre différentes personnes. Puis moi, ben, au fil des années, je me suis toujours un peu ajusté. J'ai changé des affaires. Tu sais, j'ai essayé différentes méthodes. Des fois, je lisais des trucs dans la littérature scientifique sur les méthodes de communication qui marchent ou qui marchent moins bien. Là, j'ai commencé, je devrais arrêter de faire ça, faire plus de ci, faire plus de ça. Donc, quand je regarde mon évolution sur ces années-là, je suis fier de ça parce que je me dis, je ne me suis pas cantonné à un style. Je me suis donné la liberté de pouvoir essayer différentes affaires. Puis ça, je pense que c'est une belle liberté que tout le monde peut se donner, là. J'aime beaucoup ça, entendre ça. Je suis fier de mon parcours. C'est de toute beauté, ça, Olivier. Tu as mentionné que tu avais une conjointe. Est-ce que tu as quelqu'un dans ton entourage qui est comme plus intéressé, plus critique? Tu as peut-être un webmestre on the side qui, des fois, il dit non, ça n'a pas rapport, ces affaires-là. Non. As-tu Non. un allié plus. Ah, tu t'occupes de mettre en page de le site Internet, tout, là? Oui, puis c'est une affaire aussi qu'il a fallu que je deal avec ça. C'est quelque chose que je me suis imposé moi-même, dans le sens où, oui, mon site, ça, c'est 100% moi. Il n'y a pas personne qui gère rien. Il n'y a pas personne qui me dit. C'est vraiment juste moi. Là. Je fais même jusqu'à tout récemment, je faisais la programmation de mon propre site. Là, OK. fait que c'était vraiment 100% moi. Puis ça, ça vient avec un paquet d'avantages et de désavantages aussi. Ma ligne éditoriale, c'est la ligne éditoriale de comment je le file. Donc, c'est sûr que des fois, tu peux dire quelque chose, tu préfères ah, ouais, non, ça, c'était pas clair, ou ça, c'était pas top, ou ah, j'aurais pas dû le dire de même, ou tu n'as pas d'avis externe. Ma blonde, souvent, ma blonde est bonne. Là. Souvent, je fais lire mes contenus, puis elle me spot plein d'affaires, puis comme Olivier, dis pas ça. Ah, dis pas ça de même. Ah, non, non, non. Ah. Une chance que je l'ai. Ben oui. C'est probablement la personne qui me check le plus. Puis dans OK. mes autres contenus, comme mettons mon émission de télé ou mon podcast, là, il y a des équipes qui travaillent là-dessus, puis là, c'est une autre game. Puis c'est d'apprendre à travailler en équipe et de faire des compromis. Fait que c'est ça. C'est le fun d'avoir différents exutoires Ben oui, pour hein, s'exprimer. multiplateforme, Olivier Bernard, mesdames, messieurs. Bonne job. Vas-y, Maxime. Ben, dans le fond, on vient de parler de fierté avec Tommy ou quoi que ce soit, puis on les a survolés, les détracteurs, mais ce qu'on se demandait aussi, c'est quoi, toi, qui t'anime le plus à continuer comme vulgarisateur? Là? Pour le futur, là, les prochaines années, là, ce serait quoi qui fait que tu te lèves le matin pour dire « Ouais, moi, je continue à faire ça ». Ben, c'est vraiment une bonne question. Puis, je peux peut-être vous partager là, juste un truc plus personnel, mais moi, il y a eu des moments dans les dernières années où j'avais plus le goût de faire ça. Il n'y en a eu pas beaucoup, mais il y en a eu quelques-uns. L'affaire de la vitamine C, quand c'est arrivé en 2019, ça m'a vraiment donné 2020, en tout cas, je ne sais plus, c'est 2019, je pense, 2020, je ne sais plus. On dirait que c'est une autre vie. Il y a eu un moment donné où j'étais vraiment, ça n'allait pas bien, j'étais découragé, j'ai reçu tellement de. C'était tellement difficile sur les réseaux sociaux dans ce temps-là. Aussi, fin 2016, début 2017, là, j'avais participé à une grosse émission de télé, puis j'avais reçu tellement de haine après. C'était terrible. Puis il y a vraiment eu des moments où j'ai voulu lâcher. Puis à toutes les fois, ce qui a fait que j'ai pas lâché, c'est que je pense que je me suis reconnecté avec ma passion. Puis vous autres, là, c'est la même affaire. Tu sais, je vous regarde les trois, là, vous êtes clairement passionnés par ça, sinon vous ne feriez pas un podcast sur les dérives conspirationnistes si ce n'était pas quelque chose qui vous anime, qui vous passionne. Moi, là, de me reconnecter avec la vulgarisation, c'est ça qui m'aide. C'est-à-dire que quand je prends des pauses, là, j'ai pris des pauses plus ou moins longues, des fois de 3 mois, 6 mois même dans un certain cas. Puis là, je lis plein de livres. Je lis plein de livres de vulgarisation scientifique. Puis là, je regarde ce que d'autres font. Puis là, je suis comme ah mon Dieu, que c'est bon. Puis là, c'est le fun. Puis là, je reviens énergisé. Donc, juste de me reconnecter avec cette passion-là qui m'a toujours animé, pour moi, ça a toujours été ça le moteur de continuer. Tu sais. Et de te donner des pauses une fois de temps en temps, ça, c'est quand même quelque chose que c'est pas tout le monde qui serait capable de faire. Il y en a qui gèrent leur site Internet et qui deviennent un petit peu esclaves de ce processus-là, de devoir sortir une nouvelle affaire à chaque semaine, sinon pas des fans ou ces affaires-là. Mais toi, tu as l'air comme assis sur ton processus, dans le sens que être capable de prendre une pause, c'est pas tout le monde qui est capable. Félicitations encore une fois. Ben, je ne sais pas si j'ai du mérite tant que ça, honnêtement. Je pense que j'ai pris une pause parce que, un moment donné, j'ai réalisé que
on a toutes des limites. Là. À un moment donné, là, pendant la pandémie, on l'a senti, là, il y a des gens qui se sont fait attaquer par des personnes, des groupes anti-mesures sanitaires. Là. C'est pas le fun. Là. C'est pas le fun là, quand tu as des centaines ou des milliers de personnes qui se mettent sur ton dos d'un seul coup. Là. C'est pas facile. Puis on a toute une limite. Puis de ne pas reconnaître cette limite-là, c'est juste, je veux dire, à un moment donné, c'est pas bon pour la santé mentale. Là. Fait que je pense qu'on a tous avantage à faire ça. Puis, ça serait ça le conseil que je dirais aux gens, c'est de s'écouter. Puis tu sais, moi, quand j'ai pris des pauses des réseaux sociaux, je n'ai pas arrêté de travailler. J'ai travaillé sur des affaires. Tu sais, comme là, honnêtement, je sors d'une pause des réseaux sociaux qui a duré plusieurs mois, là, quasiment 4 mois. Là. J'ai Qu'est-ce pas que été tu sur. veux dire par ça? Moi, c'est ça. Tu ne vas pas sur ton Facebook, tu ne vas pas sur Twitter, mais tu continues à uploader ton site une fois de temps en temps. Ben, en fait, c'est que je travaille sur d'autres projets qui sont en lien avec le pharmacien ou autre chose. Là, je travaillais sur Dérive. Je travaille sur ma prochaine saison de ma série télé. Tu sais, comme quelqu'un comme vous autres, par exemple, là, tu sais, vous avez des jobs, là, tu sais, vous êtes des gens qui avaient déjà des passions, vous avez déjà un travail. Tu sais, de prendre une pause des réseaux sociaux à un moment donné, puis de focusser sur d'autres affaires qu'on aime, puis après de revenir avec plus d'énergie. Je vous dis, il y a juste du positif là-dedans. Là. C'est un super bon point. C'est un super bon point. Puis, tu sais, je veux dire, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas tant la dérive conspirationniste, c'est la bonne science. Puis actuellement, ces dérives-là sont obstacles à la bonne science. Fait que je me dis en même temps, à chaque fois qu'on arrive ou qu'il y a quelqu'un qui vient nous dire ouais, j'ai appris quoi de le fun avec toi ou ça m'a inspiré ce contenu-là. Ben, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est ça, moi, qui m'anime le plus. Parce qu'en même temps, on le sait qu'une personne qui a des croyances, qui n'a vraiment pas le goût de les changer, on ne le forcera pas. Mais par contre, quand ça fonctionne, quand on réussit à inspirer quelqu'un avec nos enseignements, notre vulgarisation, ben là, il me semble que ça donne un boost. Là. Mais pour arriver à avoir du plaisir, ce que j'entends, c'est que des fois, il faut vraiment prendre un break parce que certaines personnes peuvent devenir vraiment lourdes et très opposantes, si on veut. Puis probablement que toi, tu as eu le plus haut niveau d'opposition d'entre nous quatre ce soir. Là. Fait que je n'essaie même pas d'imaginer. Ben oui. Tantôt, j'avais envie de. Gars, écoute, ça vaut ce que ça vaut, mais je m'excuse de mes concitoyens, mon cher. Tu méritais mieux. Olivier. Non, vraiment pas. Puis, moi, l'affaire aussi, là, que je le dis tout le temps, là, c'est que moi, là, jamais je vais me plaindre en disant comme ah, mon Dieu, j'ai reçu de la haine, puis tout ça, parce que c'est moi qui ai choisi de faire ça. Tu sais, on s'entend, là, je pourrais être un pharmacien, que je travaille à temps plein dans une pharmacie, puis que je fais bien ma job, puis que je suis un bon pharmacien, je pourrais faire juste ça. C'est moi qui ai décidé d'aller sur les réseaux sociaux, c'est moi qui ai décidé de faire de la vulgarisation, puis c'est moi, en plus, qui ai décidé que mon type de vulgarisation va porter sur des sujets sensibles. Moi, j'ai décidé que mon créneau, c'était les sujets qui sont qui font l'objet de controverses réelles ou apparentes, là, des controverses des vraies controverses ou des fausses controverses. Moi, c'est ça mon créneau. Donc, après ça, je ne vais pas aller me plaindre qu'il y a du monde pas content. Je serais bien cave de faire ça. Je veux dire, je cours après le trouble là, à un moment donné. C'est sûr. Donc, sauf qu'à un moment donné, il reste que, pour moi, le plus grand défi là, dans les dernières années, ça a été de choisir mes combats. Puis comme Maxime disait, juste d'accepter à un moment donné, il y a des gens que tu ne pourras jamais changer leur idée. Bien, ça, c'est difficile. Moi, en tout cas, je trouve ça très difficile d'accepter qu'il y a du monde que peu importe ce que je dis, peu importe de la manière que je le dis, que je fasse des jokes, pas de jokes, je ne serai jamais capable de parler à ces gens-là puis d'avoir une discussion avec eux où on va vraiment s'écouter. Ça n'arrivera pas. C'est un processus qui peut être long d'accepter ça. Fait que choisir ses combats, déjà, c'est quelque chose qu'on devrait tous faire. Oh shit, oui. C'est probablement la meilleure définition d'un être humain adulte. C'est quelqu'un qui choisit ses combats, selon moi. Il me reste une question. Je suis en train d'écouter la 2e saison de Dérive. Puis à un moment donné, tu mentionnes que tu as peur de la drogue. Ouais. Et puis tu es devenu pharmacien. Il me semble que tu travailles avec de la drogue tout le temps. C'est-tu comme une manière d'avoir le contrôle sur une peur? C'est-tu inconscient? Depuis quand tu sais que tu veux être pharmacien? Tiens? Oui, ben, en fait, moi, j'étais allé en pharmacie par hasard, premièrement. J'ai toujours été très ouvert par rapport à ça. Je n'avais pas un appel à devenir pharmacien. Moi, je savais que j'aimais les sciences, puis je pensais que la santé, ça avait l'air d'être un bon mélange entre de la bio et de la chimie. Fait que je me suis dit que je pourrais aller là-dedans. Mais après, pourquoi j'étais allé en pharmacie, je ne le sais pas. Mes choix sur mon truc d'université, il faut comme que tu mettes 3 choix. Là. Moi, c'était 1, pharmacie, 2, droit.
puis 3, génie agroalimentaire ou quelque chose qui ressemblait à ça. Là. Ça n'a pas rapport, là, je veux Non, dire. c'est sûr, c'est dur de faire le lien entre les trois. Ouais, tu sais, fait que puis je suis sûr que j'aurais trippé parce que toutes les carrières en sciences sont tellement trippantes. Fait que, tu sais, moi, j'ai choisi ça vraiment par hasard. Puis je pense que ce qui fait que je suis resté dans la pharmacie, pour moi, c'est l'aspect communication. C'est-à-dire que apprendre la théorie, puis tout ça, puis la chimie, puis c'est correct. Là, moi, à l'université, je n'étais pas dans les meilleurs de ma classe. J'avais des bonnes notes, mais des notes bien correctes sans plus. Mais quand je suis rentré dans les stages puis que j'ai commencé à jaser avec le monde, pour moi, ça a été ça le déclencheur. C'est ça qui m'a gardé vraiment. Oui. Puis l'affaire de la peur des drogues, en fait, ben, dans un sens, pour moi, ça a beaucoup de sens parce que l'univers de la pharmacie, c'est un univers où on prend des substances pharmacologiques, puis on essaie de tout savoir sur ces substances-là, puis on va tout contrôler. On va contrôler le mode de fabrication, la qualité, la pureté, après ça, la dose, le moment d'administration. Tout est hyper contrôlé en pharmacie. Puis moi, je suis une personne que j'aime ça, que quand tout est clair, quand tout est structuré. Quand je parle des drogues plus récréatives, moi, je veux dire, si jamais un matin, je me levais et qu'il me prenait à l'envie d'aller faire du LSD, là, je ne sais pas, peut-être que ça va m'arriver un jour, là, mais je m'en vais acheter ça où? Dans une ruelle sombre? Puis qui a fait ça? Comment il l'a fait? Il y a quelle dose? Attends, c'est-tu vraiment du LSD qu'il y a là-dedans? Ouais. Tu comprends la différence entre les deux? Pour moi, c'est deux univers complètement différents. Là. Voilà. Tout à fait. Ça me va. Yann, est-ce qu'il te reste une question? Non, mais je trouve ça assez intéressant justement ton dernier point parce que ça, effectivement, ça trouve quelque chose un petit peu dans un propos que j'avais sur les naturopathies ou les choses comme ça. C'est des points qui sont très intéressants, c'est des nouvelles molécules, mais justement, effectivement, on ne sait pas toujours ce qu'on a dedans, donc ou quel dosage, ou quel mode de fabrication, quel mode de purification ou quoi. Et effectivement, c'est quelque chose où je me retrouve plutôt. Donc, sinon... Il y a quelque chose aussi, je regarde là, il y a Yann qui fait comme de la recherche fondamentale. Toi, tu étais plus en train de regarder, on pourrait dire, vers le futur. Et on a Olivier Bernard, lui, il est plus en train d'essayer d'aider des gens à rattraper la science actuellement. En train de regarder un petit peu plus vers le passé, peut-être. Est-ce que tu retournerais plus en laboratoire, Olivier? C'est-tu plus comme en recherche fondamentale, plus à essayer de trouver des nouvelles molécules, ces affaires-là? C'est-tu quelque chose qui t'intéresserait dans le futur? Non, toi, tu es rendu vulgarisateur. Mais je l'ai fait un petit peu. Moi, à la base, je voulais être chercheur. Donc, quand j'ai fini, moi, je savais que je ne serais pas pharmacien à temps plein. Fait que quand j'ai fini mon bac en pharmacie à l'Université Laval, je suis tout de suite allé en recherche. Donc, j'ai passé la dernière année de mes études à faire des stages. Je suis entré à la maîtrise en recherche en génétique. Puis j'ai commencé un doctorat. Puis après 1 an de doctorat, je me suis dit, je ne serais pas chercheur. Je sentais que je n'étais pas la bonne personne pour faire ça. On dirait que je me disais, il va me manquer quelque chose. La Puis là, communication. ben, je ne sais pas si c'était la communication ou quelque chose. J'avais juste pas l'impression que c'était le bon choix de carrière pour moi. OK. Mais ce que j'ai gagné en faisant des études graduées, mon Dieu, honnêtement, le pharmacien n'existerait pas sans ces 4 ans-là que j'ai passé dans un labo là, à apprendre vraiment c'est quoi la vraie méthode scientifique, c'est quoi de développer des hypothèses, puis de te rendre compte que tes hypothèses sont fausses, puis de devoir tout recommencer à zéro. Tu n'apprends pas ça. T'apprends pas ça en faisant un bac, là. Ben oui. Ouais, on pourrait dire l'humilité, puis aussi comme analyser des résultats, comme analyser des publications. Ça va toujours me rester. Ceci étant dit, si jamais là, ma carrière de vulgarisateur ne marchait plus ou tout ça, j'ai comme un fantasme, là. Oh! Puis un fantasme professionnel. Puis mon fantasme professionnel, ça serait mettons que j'étais chercheur, là, je ne le serais pas, là. Mais moi, j'aimerais ça faire de la recherche plus sur. Il y a des chercheurs qui font de la recherche là-dessus. Exemple, ce qu'ils vont faire, là, c'est comme tu as Timothy Caulfield là, qui fait ça en Alberta, par exemple. Là, il va étudier les messages des naturopathes. Mettons, il va faire une étude sur qu'est-ce que les naturopathes disent. Je pense qu'il a fait une étude sur les chiro à un moment donné, leur position sur la vaccination. Il regarde qu'est-ce que les compagnies de produits naturels propagent comme message. Puis il fait ce genre d'études-là un peu qui est de la recherche comme
appliqué à la désinformation. Psychosocial, beaucoup. Là, ben, dans le fond, tu vas pouvoir partir de ta propre firme douteux, là, comme tu mets dans tes. Douteux marketing, oui, c'est Puis ça. après ça, tu vas être en plein dedans pour pouvoir. Non, c'est bon, ça. Ça, je ferais ça, honnêtement. Ça me ferait vraiment triper de faire ça. Puis c'est très symptomatique d'une vraie passion qui a l'air de t'animer depuis plusieurs années aussi. Là, c'est pas quelque chose qui est hors de portée. Ben écoute, moi, je pense qu'on a fait le tour. Très sympathique, Oui, Olivier. Merci bien gros d'avoir participé à cette émission avec nous. Hein. Tu quand même assez facile à trouver. Il y a la 2e saison de Dérive qui vient juste de sortir. Je vous la conseille fortement. Peut-être ajouter une question là. Est-ce qu'il va y avoir une 3e saison? Y a-t-il comme un autre phénomène? Parce que là, il y a eu La Dame en 2010, 2011. 2011, ouais. 2011, voilà. Et là, c'est 2019. Est-ce que as-tu déjà un autre sujet dans le collimateur, on pourrait dire? J'ai commencé à travailler, j'ai commencé à penser à d'autres sujets pour le futur. Là. Ouais, ça, c'est sûr. Puis, tu sais, c'est ça qui est drôle, c'est que moi, en ce moment, ce que je fais en ce moment, c'est vraiment, je suis en plein sur ma passion. Là. Ce que je fais en ce moment, j'aime ça, j'ai du fun, c'est trippant. Je travaille en rencontrant des experts, ça me fait de la formation continue. Fait que, autant pour mon podcast que pour ma série télé aussi. Honnêtement, je ne pense pas que je vais manquer d'idées à un moment donné. Le facteur limitant, là, c'est plutôt comme tant que les gens ne seront pas trop tannés de moi, ou je pense que le contenu, il va venir. Là, ça, c'est pas un enjeu. Je pense que je suis capable de faire encore. À chaque année, quand on me renouvelle ma série télé, ils me demandent tout le temps Olivier, as-tu peur d'être à court de sujets? Je suis comme non, tu comprends pas. Moi, je suis 2, 3 saisons à l'avance. J'en ai des sujets. Dérive, c'est pareil. Fait que, tant que les gens vont être intéressés, je vais continuer, je pense. Là. Génial. Mais ça dit quoi aussi? Ben, puis là, ce n'est pas un engagement, mais côté livre, je me rappelle avoir dévoré ça quand même assez vite. Puis je dois te dire qu'un de mes problèmes principaux, c'est que je commence à manquer de stickers pour des collègues qui font des citations boiteuses ou des fois, il y a des raccourcis. Ça va m'en prendre d'autres. Ouais. On peut espérer. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, là, c'est qu'il y avait des autocollants à la fin de mes livres, des autocollants bizarres où tu peux dire par rapport aux différents arguments fallacieux, des choses comme ça. Ouais, j'aimerais ça. J'aimerais ça. J'aimerais ça continuer aussi les livres. Tu sais, honnêtement, ça devient une question de le temps disponible et toutes ces choses-là. Ah oui, il faudrait cloner Olivier, puis genre avec le lien, là, comme notre docteur Manhattan. Ben, comme vous autres, je veux dire, regarde, vous autres, là, vous prenez du temps pour faire ce podcast-là sur votre temps libre. Vous pourriez décider de ne pas faire ça. Là, c'est la même chose. À un moment donné, la limite, il n'y en a pas de limite. La limite, c'est OK, regarde, moi, je veux passer du temps avec ma blonde puis mon chien. Fait que, le reste du temps, je travaille sur des projets trippants. Puis, ceux que je n'ai pas le temps de faire, tant pis, ce sera une autre fois. Puis merci d'avoir été avec nous autres, hein, parce que c'est clair que ton temps est très limité. Puis, malgré qu'on a toutes des carrières, on n'a pas nécessairement une émission de télé ou des choses comme ça. Fait que merci vraiment d'avoir pris 1 heure avec nous autres. Là. C'est extrêmement apprécié. Ça me fait tellement plaisir. Non, honnêtement, merci de m'avoir invité. C'était super gentil. Puis, je l'apprécie beaucoup. C'était vraiment le fun. Ça va faire contraste des dernières émissions dans lesquelles on a surtout interviewé des anciens complotistes qui ont décroché. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce tour d'ivoire. Merci Maxime, merci Yann. Merci Tommy, merci Olivier. On l'a fait, oui. Merci particulier à Olivier Bernard, le pharmacien. Mettez ça dans votre browser, puis vous regarderez, on va mettre le lien, c'est sûr, en bas dans la description du show. Là-dessus, il n'y a pas de phrase punch pour la fin. Hein. C'est comme le seul podcast show que je fais que je n'ai pas de phrase pour finir. Fait que moi, Pinot, ça vous en souhaite une bonne. On s'en rejoint dans le futur. Merci encore, Oli. Bye. À plus. Bye.